Bonjour! Aujourd'hui, on fait une exploration assez profonde de documents bien spécifiques. Rapports d'enquête, expertise psy, confession. Tout ça concerne une affaire qui, je crois, continue de marquer les esprits. L'affaire Ed Gein. Oui, bonjour. Notre but, c'est vraiment de décortiquer ces sources pour essayer de comprendre qui était cet homme et ce qui s'est passé dans cette ferme isolée du Wisconsin en 1957. Les découvertes étaient terrifiantes. Ah oui, terrifiante, c'est le mot. Ce que les enquêteurs ont découvert, ça dépasse l'entendement, franchement. Les sources décrivent une scène, une véritable maison des horreurs. C'est ça. Le corps de Bernice Warden, la tenancière du magasin du coin, mutilé, suspendu comme du gibier dans une remise. Hmm. Mais c'était pas tout, loin de là. Ils ont trouvé une collection macabre. Des bols faits en crâne humain, Incroyable. des abat-jours, des sièges recouverts de peau humaine, des masques faits avec des visages, et même un gilet fait à partir d'un torse de femme. Un gilet peau. Oui, des restes qui provenaient d'au moins 15 corps différents selon les estimations. 15. C'est juste... L'horreur est là, c'est clair. Mais derrière ça, les documents révèlent une psyché extraordinairement complexe, perturbée. Gain a été diagnostiqué schizophrène. Oui, c'est ça. Et les expertises montrent une fixation maladive, presque obsessionnelle, sur sa mère Augusta. Une femme décrite comme très très puritaine, dominatrice. Et qu'il avait élevé dans un isolement quasi total. Exactement, elle était morte depuis des années, mais son emprise sur lui semblait intacte. Tout à fait. Les psychiatres de l'époque, ils ont suggéré que ces actes, les profanations de tombes, l'utilisation des restes humains, c'était une espèce de tentative délirante de la ressusciter, La ressusciter. Ou peut-être même de elle. de devenir elle. Oui, ou de fusionner avec elle, avec cette figure maternelle écrasante. Il cherchait littéralement à s'envelopper dans une peau de femme, celle de sa mère en quelque sorte. Ce qui est vraiment déroutant, c'est quand on lit ces interrogatoires. On a l'impression qu'il y a une fracture presque totale dans ce qu'il dit. D'un côté, l'homme perdu, confus, C'est exactement ça. Il parle de trous de mémoire, de moments où il n'était pas lui-même. Parfois, il invoque des forces extérieures, où il dit qu'il ne se souvient pas de certains actes. comme pour le meurtre de Bernice Warden. Il a dit que c'était un accident au début, non? Oui, il a parlé d'un accident. Il y a cette phrase célèbre. Il se peut que j'ai fait quelque chose, mais pas à ce que je sache. C'est une sorte de déni ou d'amnésie très sélectif, quoi. Mais alors, de l'autre côté de cette fracture, on voit apparaître comme une forme de lucidité, voire de calcul, de manipulation. Bah oui. À un moment, c'est lui qui propose de passer au détecteur de mensonges. Pas pour prouver qu'il est innocent, mais pour, et je cite, prouver son déséquilibre mental. C'est quand même troublant comme démarche, non? Ah oui, tout à fait. Et puis il finit par avouer les meurtres de Bernice Warden et d'une autre femme, Mary Hogan, qui avait disparu avant. Et là, il donne des raisons. Oui, il explique qu'elle ressemblait à sa mère et qu'il avait ce besoin de les posséder. Il donne même des détails assez crus sur le fait de porter des masques faits avec des visages ou sur son désir de changer de sexe. En utilisant des parties de corps. Exactement. Pour assouvir ce fantasme macabre. C'est une dualité vraiment déconcertante. Comment les enquêteurs ont fait d'ailleurs pour obtenir ces aveux face à une telle horreur et une telle confusion mentale apparente? C'est intéressant parce que les documents soulignent l'approche des enquêteurs de 1957. Ils n'ont pas utilisé la confrontation brutale. Au contraire, ils ont adopté une posture étonnamment calme, neutre, presque détachée. Ils l'ont laissé parler en fait. Voilà, ils l'ont laissé parler. Et cette méthode, qu'on a parfois qualifiée après coup de quasi-empathique, elle semble avoir été décisive pour obtenir ces confessions détaillées, malgré la monstruosité des faits. Ce qui nous amène forcément à la question de la responsabilité. C'est complexe, jusqu'où un individu avec des troubles mentaux aussi profonds peut être tenu responsable. Surtout quand il semble avoir par moments une certaine conscience de ses actes, et de comment les autres les perçoivent. C'est toute la question. Et l'impact de cette affaire, il dépasse largement le tribunal, hein. L'imaginaire collectif a été profondément secoué. Ah oui, on pense tout de suite à des personnages de fiction. Exactement. Norman Bates dans Psychose d'Hitchcock ou James Gumb, Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Ils sont directement inspirés par Ed Gein, par les aspects les plus dérangeants de sa psychologie et de ses actes. Donc, pour résumer un peu notre exploration de ces sources, Ed Gein nous apparaît comme un homme dont les crimes atroces sont vraiment liés à une maladie mentale sévère et à cette relation complètement fusionnelle et tordue avec sa mère. C'est ça. La ferme de l'horreur, ce n'était que la partie émergée, visible, d'un monde intérieur totalement dévasté, isolé.
Et ça nous laisse avec cette question un peu lancinante, qui vient de ses propres mots, finalement. Oui, c'est ça. Quelle est la part de l'inconscience réelle due à la maladie et quelle est la part d'une possible mise en scène de la folie? Même si c'est instinctif, chez quelqu'un qui, par moment, semble quand même comprendre la différence entre le bien et le mal, et qui cherche peut-être à influencer la perception qu'on a de sa propre santé mentale. Bon, c'est une question qui reste ouverte, évidemment.